Bonjour à tous, aujourd'hui on va encore apprendre 20 mots grecs que vous connaissez déjà. Alors évidemment pour suivre cette vidéo, vous n'avez pas besoin de savoir lire le grec. Ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est que je vais lire les mots, vous donner leur signification et les mots qu'ils ont donnés en français. Mais je suis sûre que juste en entendant ma prononciation de ces mots, vous saurez les mots qu'ils ont donnés en français et donc leur signification. Donc commençons tout de suite. Au cosmos. Au cosmos, ça a évidemment donné le mot français le cosmos, qui est l'univers. Au cosmos en grec moderne, ça signifie le monde, l'univers, mais aussi le monde, les gens, la foule. Donc par exemple, en grec moderne, pour dire qu'il y a beaucoup de personnes dans un endroit, on va dire echi parapoli cosmo. Au chronos. Au chronos, c'est le temps physique qui se mesure, qui se divise en heures, en minutes, etc. Alors, ça a donné les mots français qui comportent chrono comme chronomètre, chronophage. Chronophage, c'est composé de quoi? De chronos, le temps, et aussi, alors sans rentrer dans les détails, du verbe manger, mais au subjonctif. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire chronophage en français? Une activité chronophage, c'est une activité qui mange du temps, c'est une activité qui prend énormément de temps. Au kéros. Alors, peut-être que certains d'entre vous étudient ou ont étudié la philosophie. Alors, ils savent peut-être que chez les Grecs anciens, on faisait une distinction entre le chronos et le kéros. Le chronos, c'était comme je viens de le dire, le temps physique, le temps qui se mesure par des heures, des minutes, etc. Tandis que le kéros, c'était en fait le moment opportun, le moment pendant lequel il faut entreprendre ou faire quelque chose. Mais en grec moderne, cette distinction philosophique a disparu. La différence entre le chronos et le kéros est la même qu'en français entre le temps, les heures, les minutes, et le temps, la météo. Et au kéros, en grec moderne donc, c'est le temps qu'il fait dehors, c'est la météo. To oniro. To oniro, ça signifie le rêve. Ça a donné, par exemple, l'adjectif français onirique, qui signifie qui est relatif au rêve. Ça a aussi donné le nom d'un trouble mental, l'onirisme. Qu'est-ce que c'est? Euh, L'onirisme, en fait, c'est lorsqu'une personne se trouve dans un état de confusion mentale et qu'elle est comme dans un rêve éveillé et qu'elle a des hallucinations visuelles. Phobos, ça signifie la peur. Donc ça a évidemment donné tous les mots français qui contiennent le mot phobe. Alors juste pour ceux qui ne savent pas lire le grec, il faut savoir que cette lettre vita, elle se prononce pas B, elle se prononce V. Donc il est écrit au phobos et pas au phobos. Au hypnos, c'est le sommeil. Ça a donné le mot français hypnose. Et qu'est-ce que c'est l'hypnose? C'est quand on amène quelqu'un dans un état qui est proche du sommeil. Ésotérico. Ésotérico, donc c'est un adjectif qui signifie ce qui se trouve à l'intérieur. Eso, c'est à l'intérieur. Donc ça a donné, bien sûr, le mot français ésotérisme et l'adjectif ésotérique. Alors qu'est-ce que c'est un savoir ésotérique en français? C'est un savoir qui se transmet uniquement parmi les membres d'une même communauté. C'est-à-dire que ce savoir reste secret pour toutes les personnes qui ne font pas partie de cette communauté. Donc maintenant vous comprenez pourquoi. Parce que ça signifie ésotérique, ésotérico, ce qui se trouve à l'intérieur et uniquement à l'intérieur. To entomo, ça signifie l'insecte. Ça a donné des mots qui ne sont pas connus de tous en français. Donc, par exemple, le mot entomologiste, c'est la personne qui étudie les insectes. Ça a aussi donné le mot entomophagie. Donc, on a vu tout à l'heure avec chronophage. Phage, ça veut dire manger. Donc, l'entomophagie, ça désigne la consommation d'insectes, notamment par les humains. Polemos, c'est la guerre. Ça a donné le mot polémique. Qu'est-ce que c'est une polémique? C'est une vive controverse qui se manifeste avec beaucoup d'agressivité. Iia. Iia, ça signifie
la santé. Alors là, j'imagine que ça vous dit pas grand-chose, entendu comme ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, enfin tout le temps en fait, les mots grecs qui comportent cette lettre-là qui s'appelle le gamma, en général, quand ils sont francisés, on transforme le gamma en G. Et donc, si je lis ce mot avec la prononciation française, vous allez entendre IGA. Et donc, peut-être que vous avez compris ce que ça donnait comme mot. Ça a donné le mot hygiène. Epochie. Epochie en grec moderne, c'est la saison. La saison automne, été, etc. Ça a donné le mot français époque. Et quand on y pense, en fait, la saison et une saison et une époque, c'est quoi? C'est des périodes de temps bien délimitées. Donc c'est un peu la même chose au final. Au arithmos. Au arithmos, ça signifie évidemment le chiffre, le nombre, le numéro. Ça a donné le mot arithmétique en français. Donc par exemple, si vous allez en Grèce, quand on pourra aller en Grèce, et que vous allez à l'hôtel, votre numéro de chambre, ça s'appelle au arithmos domatio. Megalo. Megalo, là c'est un adjectif. Là il est au neutre. Donc megalo, ça signifie grand, c'est ce qui est grand. Mais ça peut être aussi au sens figuré. Par exemple, si on dit à un homme qu'il est mégalo, soit une femme qu'elle est mégalée, ça signifie qu'elle est géniale. Donc mégalo, ça a donné bien sûr les mots comme mégalopole, mégalomanie. Et donc en parlant de mégalomanie, donc emania, qu'est-ce que c'est emania en grec? Ça a plusieurs définitions en fait. C'est l'obsession. C'est une obsession qui peut être négative ou positive. C'est pour ça que ça se traduit selon le contexte par terreur, rage, excusez-moi, par fureur, rage, une obsession, mais ça peut être par exemple une obsession pour les langues, une passion pour les langues, une passion dévorante pour les sciences, pour les langues, etc., pour l'apprentissage en général, mais ça peut être aussi une obsession dévorante contre une personne, donc une haine, vraiment une fureur contre quelqu'un. Vous comprenez? C'est vraiment l'idée d'obsession, démesurée. Et donc, forcément, en français, ça a donné le mot manie. Et d'ailleurs, la mégalomanie, qui est, il me semble, un trouble mental, elle est souvent, enfin, cette notion est souvent traduite par la folie des grandeurs. Et quand maintenant vous connaissez l'étymologie, ça correspond bien à l'étymologie de mégalomanie. To pathos. To pathos, ça signifie la passion, en fait, et la souffrance. Ça signifie les deux. En fait, to pathos, c'est une émotion qui est tellement intense qu'elle va au-delà de la raison. C'est une émotion qui est tellement intense qu'elle ne peut pas être contrôlée par la raison, la logique. Et c'est vrai que quand on y pense, en fait, la passion et la souffrance, ce sont des émotions qui ne peuvent être contrôlées par la raison. Donc ça a évidemment donné tous les mots français qui contiennent patho, comme pathologie, etc. Ipsychi, ça signifie l'âme en français. Donc comme j'imagine que quand entendu comme ça vous dit pas grand-chose aussi. En français, ça s'est traduit par psyché, psycho et compagnie. Et psychi, c'était aussi, pour ceux que ça intéresse, un personnage de la mythologie grecque. C'était une femme d'une très grande beauté, même plus belle qu'Aphrodite, il me semble. Et donc là, on a vu juste avant le mot pathos, qui signifie aussi la souffrance, et psyche, l'âme. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Ces deux mots ont formé le mot psychopathie. La psychopathie, c'est quoi en fait? Étymologiquement, c'est la souffrance de l'âme. To cryo, ça signifie le froid. Alors si certains d'entre vous aiment bien la science-fiction, vous avez très certainement déjà entendu les mots cryogénie, cryogéniser. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un procédé qui existe vraiment, qui consiste à placer une personne ou enfin peu importe, quelque chose, dans des températures très basses, dans le but de le conserver. Et donc il y a un fantasme récurrent dans les livres de science-fiction, les romans de science-fiction, c'est quoi? C'est qu'on place une personne vivante, qu'on la cryogénise vivante, et dans le but qu'elle se réveille dans le futur.
Alors, la cryogénie est une pratique interdite en France, mais c'est pas le cas partout. Je crois elle est autorisée aux États-Unis. Simplement, pour qu'une personne soit cryogénisée, il faut qu'elle soit déjà morte. Ensuite, to biblio. To biblio, c'est le livre. Ça a donné bien sûr le mot bibliothèque et évidemment le mot Bible. Et Yannissi. Yannissi, c'est la naissance. Ça a donné le mot, donc on va encore reparler de la Bible, le mot Genèse, en fait. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, pour le mot Yia, la santé, en général, le Rama, cette lettre-là, quand elle est francisée, quand le mot est francisé, elle est remplacée par un G. C'est pour ça que Yen ici, c'est devenu Genèse. Et donc, qu'est-ce que c'est la Genèse? La Genèse, c'est le commencement de la Bible. Mais son vrai nom, son nom en hébreu, pour ceux que ça intéresse, c'est Bereshit, qui signifie commencement. Et le dernier mot, au stratos, qu'est-ce que c'est? C'est l'armée. Ça a donné le mot stratégie. C'est quoi une stratégie? C'est en fait l'art de bien faire la guerre. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses et je vous souhaite une excellente journée.